Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Encore une fois, lecture d'article. Alors, cette fois-ci, nous allons lire un article de Marianne, un article publié en 2022, par ailleurs, mais tout à fait intéressant. Pas un article périmé, bien au contraire. Un article tout à fait édifiant. Un article qui vient de propos recueillis par Étienne Campion et qui est un interview de Jean Numa Ducange, l'historien Jean Numa Ducange. Et donc, cet article s'intitule Jean Numa Ducange, la synthèse de Jaurès entre socialisme et république est l'ADN de la gauche. C'est un petit article, un interview assez bref, enfin, un peu un abrégé peut-être d'interview. Bref, lecture. Pas tout à fait un interview, voilà, des propos recueillis. Bon, bref. Lecture. L'historien Jean Numa Ducange, qui dirige la collection Questions républicaines aux presses universitaires de France, retrace l'histoire de la sémantique républicaine au sein du mouvement ouvrier et socialiste. C'est sa réponse à la question lancée par Marianne. Au fait, ça veut dire quoi être républicain? Nous avons proposé à des personnalités de tout horizon politique, intellectuel, historien et sensibilité idéologique de définir le mot républicain, vidé de son sens par les années de langage politique servant à décrire le périmètre de l'acceptabilité, sans jamais se demander ce qu'il recouvre. Certains s'étonnent aujourd'hui que la République, ce qu'elle est ou plutôt ce qu'elle devrait être, fasse polémique à gauche. En réalité, l'appropriation positive de ce régime politique a longtemps été un objet de vives controverses. Dès la Révolution française, certains entendent borner la République à certaines institutions, un régime représentatif, certes, mais qui doit limiter la souveraineté populaire et les aspirations démocratiques les plus radicales qui étaient manifestées en 1792-1794. Un demi-siècle plus tard, lorsque les ouvriers s'insurgent en juin 1848 contre les autorités, c'est un républicain d'ordre qui les réprime. Puis, d'ardents républicains comme Clémenceau n'hésitent pas au début du XXe siècle à mettre fin avec violence aux grèves et aux révoltes ouvrières, causant souvent de nombreuses victimes. Des deux côtés de la barricade, on peut être républicain. Les exemples du même type pourraient être multipliés. République et mouvement ouvrier. Or, quelle a été l'attitude du mouvement ouvrier, on n'employait pas le terme de gauche aussi systématiquement qu'aujourd'hui, à l'égard de la République? Schématiquement, deux grandes tendances se dessinent. La première, du Jules Guesde des années les plus sectaires à Alain Krivine en passant par des courants anarcho-syndicalistes, consiste à considérer la République comme une république bourgeoise en bloc, c'est-à-dire qu'il s'agit, dans ce cas, au mieux d'une forme politique permettant tout au plus la liberté d'expression et d'organisation. Tout le verbiage républicain sur la citoyenneté, l'égalité ou la laïcité ne servirait qu'à masquer l'essentiel et détourner les prolétaires du combat principal, la lutte des classes et la révolution. On aurait tort de sous-estimer cette tendance lourde qui existe depuis un siècle et demi et qui pèse encore. N'oublions pas la sentence de Karl Marx, la tradition des générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivantes. Affrontement au sein de la République. La seconde tendance pense qu'au contraire, la République constitue un pas en avant considérable pour les ouvriers. Il faut s'appuyer sur ce qu'elle représente en termes d'acquis pour aller plus loin. Jean Jaurès en est le premier grand artisan de cette synthèse entre socialisme et république, dont s'est réclamé ensuite largement la gauche de gouvernement, donc la gauche molle et social-démocrate. Pas si sûr, Jaurès défia donc la gauche molle et social-démocrate? Pas si sûr. Jaurès défia Clémenceau à plusieurs reprises, notamment sur la question sociale.
Nous sommes alors davantage dans un affrontement au sein de la République. Jaurès et nombre de ses héritiers se revendiquent ainsi de la République sociale. Pas question de laisser la République à la bourgeoisie, en quelque sorte la démarche inverse des plus gauchistes qui veulent la délaisser. Quant aux plus droitiers, ils finiront par ne parler que de République et laisser l'héritage socialiste au vestiaire. Le PCF et la République. On l'aura compris, il existe une multitude de positions et de nuances. Certaines forces politiques ont même changé radicalement leur discours sur la question au cours de leur histoire. Le PCF fut, par exemple, à un temps hostile à la République des années 1920 au Front populaire 1935-1936. On appelait dans l'humanité communiste à ne pas commémorer le 14 juillet, cette infâme fête bourgeoise, et on stigmatisait la République criminelle qui tuait les ouvriers. À partir du Front populaire, la République devient désormais un précieux acquis démocratique à défendre. Pendant la résistance, le ton est le même. Au cours de la guerre froide, on revient à une logique purement de classe, mais l'héritage républicain n'est jamais renié. De longue date, la gauche est bien divisée sur la question républicaine, jusqu'à ses marges, lorsque les trotskistes de Krivine n'accordaient aucune importance aux acquis républicains et moquaient les laïcards, le courant autour de Pierre Lambert, les lambertistes, s'affirment républicains au début des années 1980 et considèrent la laïcité comme un combat à mener. Retour à l'histoire. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde, ou presque, sauf aux marges extrémistes, et encore, se réclame de la République, rendant presque illisible ce qui jadis était bien plus clair. Lorsque l'extrême gauche stigmatisait la République bourgeoise et que les camelots du roi voulaient abattre la gueuse pour établir le monarque, tout semblait plus simple. Mais un fort courant d'idées au sein de la gauche qui a autant mis la question républicaine que celle de classe à distance, il n'y a plus de salariés ni de patronat mais un peuple et les élites, mène désormais une offensive contre l'universalisme républicain, réduite à sa composante conservatrice ou libérale. Le combat de Jaurès pour la République sociale contre la République conservatrice est enterré et ne vaut manifestement plus la peine d'être mené pour certains. Dans ce contexte, des supposés héritiers de Marx et de Jaurès peinent à condamner les extrémismes religieux de toute obédience. Lorsque l'on sait que le premier commença ses fulgurances théoriques par une critique radicale de la religion et que le second fut un artisan de la loi de séparation des églises et de l'État, on a de quoi être surpris. Bref, derrière un mot qui fait en apparence consensus, le retour à l'histoire permet peut-être d'éclairer les attitudes des uns et des autres, puisque cela permet de mieux clarifier les débats en cours et à venir. Donc voilà, fin de la lecture de l'article. Alors, cet article me semble tout à fait opportun hein, en termes... voilà. La lecture de cet article me semble tout à fait opportune. Comment dire? Mon opinion à moi, c'est une opinion qui est toute jaurésienne, vous l'aurez compris. Je suis très critique de l'aliénation religieuse, de la religion comme opium du peuple, hein, voir Marx, la critique de la philosophie du droit de Hegel. Hein, cherchez, vous pouvez trouver sur marxiste.org hein, la critique de la philosophie du droit de Hegel. Bref. De toute façon, il y aura cet article-là de Marianne, je vous mets un lien en description. Mais ce que je voulais dire, c'est, je pense qu'il y a besoin d'un lien pour aujourd'hui avancer dans le combat de la classe ouvrière. Et ce lien, c'est celui de la République. Aujourd'hui, on a une gauche qui a abandonné la question républicaine ou qui l'adopte à moitié. Il faut, quand on est communiste, selon moi, prendre à bras-le-corps la question de la lutte des classes et la question de la République. Pour moi, la République est la base, effectivement, sur laquelle on doit construire le socialisme. L'anarchisme, le trotskisme, le gauchisme, le pseudo-internationalisme, les théories maoïstes, les conseillistes, intersectionnels.
tous les spontanéismes, ou toutes les trahisons social-démocrates et social-libérales, ou les européismes, ou les les idées européistes, ou même jusqu'aux marginaux, Nasbol et royalo, communistes, monarchos, socialistes, qui doivent exister par-ci par-là, un peu marginaux, ça peut exister, hein, vous savez. Tous les mouvements un peu bizarroïdes qui se mettent à détester la République, et qui se prétendent pour certains anticapitalistes, nuisent au combat anticapitaliste. Le républicanisme est un édifice politique pour faire de la vraie politique. Comment dire? Être républicain, c'est basique. Un État, pas droit. À la base, c'est ça, être républicain. C'est, on veut un État, pas de roi, et par extension, pas d'aristocrate. Je pense que peu de Français sont dans un discours anard sur lequel on peut rien construire, ou alors ceux-là ne feront jamais rien en termes de réalisation politique parce que ça sera déjà trop autoritaire pour eux. Et bon, les royalistes, il doit y en avoir quelques-uns. Ils vont se mettre la population à dos. Personne veut retourner à un parasite héréditaire comme un roi. C'est absolument ridicule, c'est passéiste, c'est archaïque, c'est abject, hein, un roi. Une aristocratie parasitaire aussi, bon voilà. Basiquement, être républicain, c'est ça. Mais c'est aussi tout le legs démocratique. C'est aussi tout le legs démocratique, suffrage universel, compagnie, tout le progressisme réel de l'universalisme, l'égalité en droit, l'égalité morale a priori des êtres humains, l'égalité en droit des citoyens, modèle universaliste républicain, hein, qui s'oppose un peu au communautarisme, aux divisions de type sociétale anglo-saxonne. Tout le modèle d'organisation étatique unitaire, c'est-à-dire la même loi sur l'ensemble du territoire. Toute la question de la laïcité, la séparation de l'Église et l'État, la question de la mise à distanciation du fait religieux par rapport au fait politique, hein, qui permet d'avancer vers une vision politique plutôt moderne, neutre vis-à-vis des identitarismes religieux. Vous voyez, ce genre de question, c'est indispensable pour la lutte des classes, parce que si on a des divisions sur base religieuse entre les travailleurs ou sur base ethnique, si on n'a pas un socialisme qui prône la démocratie, si on a des différenciations inégalitaires en termes de droits au sein du pays, ça peut être problématique. C'est pas... Si, en termes de promesses démocratiques, en termes de promesses d'égalité en droit, d'égalité en opportunité, si socialisme, de communisme, il y a aussi tout l'anti-étatisme qui pourrit une bonne partie de l'extrême gauche, de la gauche radicale et l'extrême gauche, enfin, surtout de l'extrême gauche, les gauches radicales pouvant devenir étatistes, mais parfois avec un opportunisme social-démocrate. Bon, ça c'est autre chose. Et il y a toute la question de la mondialisation et de la question nationale et de pouvoir adopter un patriotisme républicain, donc une conception de la nation civique, un patriotisme républicain, quelque chose qui est plus sain que du nationalisme un peu agressif. Là, vous trouvez dans le républicanisme l'opposition entre la République et Wall Street, la République française versus l'Union européenne. On ne veut pas de fédération européenne qui remplace notre République française ou d'un quelconque complexe euro-atlantiste. On veut l'indépendance de notre pays, sans que ça tombe dans un nationalisme. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé à la droite la question de la souveraineté, ce qui est une bêtise. Vous voyez bien ce que sont des traités de libre-échange, ce que sont des alliances impérialistes comme l'UE et l'OTAN. Si on n'est pas capable de penser la nation, on n'est pas capable de penser l'émancipation vis-à-vis de ces forces, ces instances supranationales qui servent et le capitalisme libéral, le néolibéralisme si vous voulez, et l'impérialisme, en l'occurrence l'impérialisme anglo-américain. L'euro-atlantisme, ce qu'on appelle l'euro-atlantisme. Si on n'est pas capable de penser la nation sainement, voilà. Et je mets républicain parce que, bon, si vous parlez de monarchistes ou de fachos qui te parlent de nation, bon, voilà.
il y a une partie, la droite qui parle, qui est souverainiste, il y en a qui sont républicains, hein, je vous rassure. Hein. Par contre, sur les questions sociales, ouais. Sur les questions identitaires, il y en a bon, qui peuvent un peu cliver. Vous voyez, enfin, bon, la droite dure, on va dire. Être capable de penser une conception civique de la nation via la République, ça permet d'avoir un souverainisme avec une certaine respectabilité, de, voilà, d'être patriote sans être nationaliste, d'être souverainiste sans être dans un délire national-chauviniste, etc., etc. Vous voyez? En fait, il faut penser la République, penser la nation, penser l'État et la nation via la République, via lier le socialisme et la République, le communisme et la République, ça permet d'avancer dans la lutte des classes. Moi, à titre personnel, je suis dans une optique qui est la synthèse de la pensée marxiste-léniniste, avec des adaptations, hein, puisque je vais vous en parler par la suite, et du socialiste républicain de Jaurès. Hein, avec le marxisme-léninisme, donc école marxiste avec la continuité léniniste, logique, le modèle, le modèle républicain, le modèle d'un socialiste républicain qu'on trouve chez Jaurès, qui n'hésitez pas à citer Marx, je rappelle, Jaurès, tous deux se rattachant à l'héritage, certes à des aspirations marxistes, hein, le léninisme, comme le socialisme républicain de Jaurès, Lénine comme le, mais aussi à des références au jacobinisme. Chez Jaurès, évidemment, qui fait référence à la République. Et Lénine, dans son mode d'organisation, s'inspire pas mal de son idée de centralisme démocratique du modèle de centralisation républicaine jacobine. Enfin, en tout cas, le modèle unitaire jacobin. Euh, pas le même centralisme, mais voilà, il y a une inspiration jacobine dans le bolchevisme. Voilà, le modèle qui ont des racines marxistes et jacobines. Par ailleurs, le tous, dans ma pensée, est saupoudré de toute l'analyse de la société, du néo-capitalisme et du problème du libéralisme libertaire qu'on trouve chez Michel Clouscar. Voilà. Je vous explique un peu ma pensée politique là-dessus. Et pour moi, il faut absolument bâtir le socialisme, le communisme sur cet édifice républicain qui permet de garantir un socialisme basé sur une véritable démocratie, de véritables institutions, une véritable stabilité. Hein, on veut éviter, on doit penser cette stabilité, ces lois, c'est la notion de droit, la notion, comme la notion d'économie, la notion de justice, euh, ne pas opposer droit formel, droit réel, liberté réelle, formelle, du point de vue marxiste, du point de vue communiste. Dire qu'il y a une continuité. Hein. Ne pas faire une césure entre socialisme et république qui ne conduit qu'à une désorganisation anarchique, mais voir une continuité de principe entre les deux. De l'égalité en droit que nous donne le modèle républicain, démocratique, à l'égalité des chances, des opportunités, hein, que nous donne le socialisme et le communisme. C'est-à-dire qu'on n'a plus de privilégiés économiques sous le socialisme, le communisme, on n'a plus d'exploiteurs, on n'a plus de classe privilégiée. Tout le monde peut partir sur une ligne de départ, la même ligne de départ, les mêmes chances dans la vie, de faire un certain nombre de choses de sa vie selon ses propres choix, grâce à la propriété collective des moyens de production, hein. Tout comme dans le modèle républicain démocratique, vous avez une garantie de l'égalité des droits qui permet à tous de participer à la politique par une loi commune, des institutions communes, des droits communs à tous et une participation de tous. Grâce à un État centralisé dans le républicanisme, grâce à une planification centralisée dans le socialisme-communisme. Voilà. Et donc, du point de vue de la lutte des classes, opposer Jaurès et Lénine est une bêtise. On doit faire la synthèse de Jaurès et de Lénine.
c'est indispensable. Donc, moi, je suis dans une optique réseau-léniniste, si vous voulez, de conciliation de ces deux grandes figures de la gauche que sont Jaurès et Lénine, qui doivent, et cette conciliation doivent se faire sur une étude sérieuse de leur pensée, une adaptation sérieuse de leur pensée, avec toutes les réalités de notre temps, hein, comme l'Union européenne, comme l'OTAN, comme l'euro, comme la désindustrialisation, comme la mondialisation, etc., etc., comme la remise en question de l'universalisme républicain qui pose énormément de problèmes, la montée des intégristes religieux qui pose beaucoup de problèmes. On pourrait parler du manque de démocratie, de la critique de la démocratie représentative et le fait que le modèle de démocratie directe est souvent plutôt chaotique et nébuleux, mais qu'un modèle délégatif pourrait être intéressant, participatif de démocratie, ça peut être intéressant. Mais ça, c'est des questions qui sont à creuser, mais on doit vraiment, à fond, solidifier ce lien entre idéal républicain et l'idéal du républicanisme à la française et l'idéal communiste. Sans cela, le camp du prolétariat, le camp de la lutte des classes, le camp de la classe ouvrière, sera condamné au statu quo libéral. Les libéraux vont profiter, les conservateurs vont profiter, les réactionnaires vont profiter, les sociodémocrates vont profiter, les fascistes vont profiter, les anarches en tant qu'alliés de tout cela vont profiter. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire et prenez soin de vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. En attendant, de tout cœur, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant à quelle heure vous m'écoutez. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.